Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat. Mes invités ce matin, Jean-Paul Bedbès de Bedbès Conseil et Isabelle Enos de B Capital. Débat, actualité oblige, sur évidemment l'environnement, la COP 21. On disait tout à l'heure, Jean-Paul, ça viendra des prix. C'est lorsque effectivement le prix de la pollution ou du pollueur-payeur finalement va être mis en place que eh bien peut-être les Chinois, les Indiens, les pays émergents qui pour l'instant... Et nous tous. Et nous tous, Allemagne compris, vont pouvoir peut-être diminuer leur consommation. En économie, on connaît les prix. Donc il y a le prix de ça, le prix du vêtement, et puis il y a les prix qui n'apparaissent pas, c'est-à-dire le prix de la pollution. Et donc il faut que je fasse apparaître un prix qui n'existe pas. C'est le prix du carbone, en disant voilà le prix du carbone. Et donc à ce moment-là, on voit le prix de la pollution, et donc on voit à ce moment-là qu'il faut changer et se corriger. Et donc il y a des incitations financières, il y a des obligations et bien entendu des incitations psychologiques et morales. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à ça. C'est ça qui est la nouveauté. On ne dit plus tiens, c'est un problème, etc. Non, 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 c'est un problème. Tout le monde voit les conséquences en termes de santé publique. Tous les gens voient. Mais avant, c'était dans les charges. Avant, c'était payé par quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est payé par nous et on voit bien qu'il faut tous changer. Oui, à Pékin notamment, où on ne voit pas à 10 mètres, on porte des masques à gaz. Il paraît qu'un enfant qui naît fume 2 paquets de cigarettes, enfin l'équivalent de 2 paquets de cigarettes par jour, des chiffres assez effrayants. Et là, des nouvelles, ça commence à bouger aussi du côté en Chine, notamment du côté des automobiles, vous me disiez tout à l'heure. Oui, effectivement, je pense qu'il y a aussi ce qu'on est en train de faire en Europe depuis quelques temps, où on va pousser le consommateur vers la voiture électrique qui est effectivement en taux d'équipement. C'est avec l'autopartage dans le secteur de l'automobile, c'est les 2 grands choix qui ont été faits et qui devraient être croissants sur de 30 à 40% d'ici à 2020-2025. Donc électrique et autopartage. Voilà, au niveau mondial, c'est vraiment des méthodes de consommation de la voiture qui vont être très différentes dans les années à venir. Donc effectivement, en Chine, c'est le cas également, parce que le nombre de demandes d'immatriculation est forcément beaucoup plus croissant que ce qu'on peut connaître en Europe et notamment en France. Et donc on pousse le consommateur vers cette voiture électrique par des bonus de consommation, mais aussi par le fait de faciliter toutes les démarches administratives pour avoir sa plaque d'immatriculation. Donc ça, c'est un moyen de réglementation qui pousse le consommateur vers... Vous disiez l'obtention d'une voiture électrique, c'est dans la journée? Les plaques d'immatriculation se font en même temps que l'achat de la voiture, alors que pour avoir une plaque d'immatriculation, il y a un quota mensuel pour les voitures standards. Donc effectivement, on peut mettre un peu de temps pour avoir son véhicule si on ne fait pas le choix d'électrique. Donc il reste de l'espoir, même heureusement pour les émergents. Plus les grandes villes, les grandes villes sont plus efficaces du point de vue énergétique parce que ça évite plus le télétravail. Et donc vous allez avoir la possibilité non seulement de partager l'automobile, mais aussi de rester chez soi une partie de la semaine. Et tout ceci, macroéconomiquement, aura des effets. Parce que nous sommes une économie, les économies développées, 70% de l'activité du PIB, c'est du service. Et donc, c'est plus de l'industrie, etc. Et donc, les industries, l'agriculture, tout ceci fait et fera des efforts, c'est clairement, mais aussi l'activité servicielle doit faire des efforts et pour une part, elle peut améliorer ses propres fonctionnements. On peut très bien avoir une partie des gens qui restent un jour par semaine chez eux. Eh bien, je vous assure qu'au niveau économique, ça compte. Ouais. Aujourd'hui, on a demandé à beaucoup de Franciliens de rester chez eux. En revanche, je ne suis pas sûr qu'ils travaillent. C'était plutôt du côté des RTT que ça s'est passé. Isabelle Enos, on change de sujet. Fin de l'année boursière, on est le 30 novembre, allez, on arrive dans la période bientôt où on va avoir cet habillage des bilans du côté des entreprises, mais aussi du côté des gérants, ce fameux window dressing où on met en place les portefeuilles. Question simple, est-ce que l'année boursière est terminée? Est-ce qu'on est en train de sécuriser les portefeuilles ou est-ce qu'on s'attend peut-être à une dernière salve, un dernier petit rallye haussier? Je pense que vu les événements qu'on attend pour le mois de décembre, elle est loin d'être sécurisée parce qu'effectivement, on a quand même 2 échéances à venir qui vont être importantes, qui ont créé beaucoup de remous sur les dernières semaines avec les attentes des décisions des banques centrales européennes et de la Réserve fédérale. Donc c'est loin d'être terminé parce qu'on a anticipé vraiment une action assez forte de la Banque centrale européenne. Donc quand on a des anticipations fortes, on peut créer quelques déceptions. On sait que du côté européen, on a plutôt eu un Mario Draghi qui a été
qui a plutôt tendance à délivrer et à confirmer ce qu'il a annoncé. Maintenant, quand on voit les mouvements qu'on a eus sur les taux d'intérêt sur les dernières semaines, avec notamment sur le très court terme, avec une baisse très forte, hein, sur le très court terme, on est revenu sur les plus bas historiques, alors que sur le long terme, on baisse, mais pas tant que ça. Notamment si on regarde sur le 10 ans, ce qui s'est passé en début d'année, on ne revient pas sur ces niveaux-là. Donc on voit qu'il y a une vraie repentification de la courbe des taux d'intérêt. On a des anticipations d'inflation qui s'améliorent. On a ce qui va se passer à l'inverse aux États-Unis, où on devrait aller vers une hausse des taux à 10 ans, enfin des taux directeurs, pas des taux à 10 ans, des taux directeurs. Donc effectivement, les taux long terme sont en train de se repentifier. Donc tout ça fait qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans les semaines à venir qui font que l'année boursière est loin d'être terminée. On pourra le dire au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale, on y verra sans doute beaucoup plus clair. Donc c'est mi-décembre, 16 décembre, 3 décembre, cette semaine pour Mario Draghi, avec Jean-Paul Bézès, une mesure un peu technique, mais vous allez pouvoir nous expliquer ça. Mario Draghi pourrait annoncer un taux de dépôt à double détente, c'est-à-dire moins 0,2 et puis peut-être encore plus négatif pour ceux qui mettraient beaucoup d'argent à la BCE. Ouais. Vous y croyez ou pas? Ce sont les Allemands en particulier. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vrais débats. Hein. En particulier, la semaine dernière, il y a une dame qui est l'ancienne patronne, ou l'ancienne numéro 2 de la Bouba, qui est aujourd'hui à la BCE, qui a dit que pour elle, ça suffisait. Donc, l'idée que we must, comme dit M. Draghi, faire quelque chose d'autre, pour elle, ce n'est pas donné. Donc, il va y avoir une façon de la convaincre. Convaincre par rapport en particulier, à mon avis, à l'achat de bons du Trésor supplémentaires. Et donc, il y a l'histoire de la baisse des taux. De la baisse des taux, quand vous avez des ressources et que vous les déposez à la Banque Centrale Européenne, elle vous les rémunère gentiment à moins 0,2. Bon, c'est sympa, mais c'est coûteux. Et donc, vous devez payer pour déposer votre argent. Absolument, oui. Ça s'appelle... En français, on appelle ça un impôt. Hein. On a un mot pour ça, ça s'appelle un impôt. Et il y a à l'heure actuelle à peu près 300 milliards qui sont déposés comme ça, à moins 0,2. Et donc, si on lui dit, tiens, vous allez passer de moins 0,2 à moins 0,3, les banquiers disent, tiens, vous allez nous taxer davantage, ce qui n'est pas sympa, si vous voulez, que l'on consomme davantage et que l'on fasse plus de crédit. En économie, si vous voulez, si vous me dites, il faut que vous fassiez plus de crédit, je vais faire du crédit, mais en économie, on sait que les crédits font les dépôts. Et c'est des trucs de base. C'est-à-dire que si moi, je fais des crédits pour aider cette dame, elle, va avoir plus de dépôts, elle va les déposer chez vous à la banque, et c'est vous qui aurez à ce moment-là plus de réserves, et c'est vous qui allez pâtir. Et donc, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça aide, ça pousse l'un, mais ça embête l'autre. Et donc, il y a l'idée en plus, donc ça c'est l'aspect technique. Le deuxième élément, c'est que les 300 milliards, sur les 300 milliards, il y en a à peu près 110, 120 qui viennent des banques allemandes, 60 des banques françaises. Et donc, nos amis allemands ont dit, tiens, si vous voulez nous taxer plus, c'est nous qui allons payer davantage. C'est pour ça que la double détente intervient, en disant, pour les petits dépôts, ce sera peu cher ou pas cher, voire rémunéré, et pour les gros, ça sera quelque chose. Donc, en réalité, et entre parenthèses, cette mesure n'a pas été étudiée, ou je ne l'ai pas lu, moi, dans la presse française en particulier. C'est quelque chose qui, à mon avis, est préoccupante pour les banques françaises qui sont toutes grandes. Donc, ils vont devoir peut-être payer plus cher. Voilà. Et donc, elles, à mon avis, il faut faire attention qu'elle n'y aille pas fondamentalement. Attendez, derrière ça, il faut faire baisser l'euro. Parce que Madame... Il n'est pas assez bas l'euro à 1,06. Attendez, il faut faire baisser l'euro quand Madame Yellen, elle, montera ses taux. Parce que Madame Yellen va monter ses taux. Hein. Le 17, elle dit je monte. Elle va dire je vais monter graduellement. Donc le dollar monte. Et à ce moment-là, si le dollar monte, il y a un risque, en quelque sorte, d'aspiration. Donc toute la politique de Draghi, c'est... En fait, en français, c'est eux et nous, c'est nous. Donc vous montez, Jeannette, nous, on reste là où on est. Et donc en réalité, tous ces éléments de double détente, etc., c'est d'essayer de faire en sorte que l'on n'ait pas cette aspiration. Simplement, du point de vue économique, la croissance européenne, c'est 1,6. Et du point de vue économique, le core inflation européen de la zone euro, c'est 1,6 aussi. Et, à horizon maintenant. Et donc c'est difficile à dire, à vendre l'idée qu'on est vraiment raplapla. Non. Donc on est
un peu mieux, mais on ne veut pas être attiré par Jeannette. Et donc on veut garder notre euro bas. Cependant, si les taux des États-Unis augmentent, le dollar pourrait s'apprécier. Il va s'apprécier. Il est déjà fort, hein, ça pose un problème d'ailleurs pour les émergents. Est-ce que Janet Yellen, parce que les émergents c'est aussi les partenaires commerciaux des États-Unis, est-ce que Janet Yellen va laisser comme ça le dollar s'apprécier? Là, elle est un petit peu obligée quand même de parler et de faire quelque chose. C'est acté par les marchés. Mais le discours va être très important, Isabelle. Le discours est toujours très important parce qu'il y a beaucoup de mots extrêmement choisis avec attention, que ce soit du côté européen comme du côté américain. Donc effectivement, et on le voit là avec les publications des entreprises américaines, le dollar fort est quand même assez compliqué à gérer pour un certain nombre d'entreprises. Maintenant, ce qu'il faut, c'est il faut effectivement faire en sorte que l'appréciation ne soit pas trop importante, mais malheureusement, on va avec ce découplage, on va aller vers ce dollar plus fort. Ce qu'il faut à un moment donné, c'est aussi une stabilisation. Parce que ce qui est compliqué pour les entreprises, c'est de gérer les variations dans le change, mais aussi la volatilité qu'on peut connaître dans le change. Parce que si vous regardez l'année 2015, on était quand même revenu autour de 1,14, 1,15 au cours de l'été. Donc c'est compliqué à gérer pour les entreprises. Ce qu'il faut pour les entreprises, c'est une visibilité du côté des changes, du côté fiscal, du côté des taux d'intérêt. Oui. Voilà. On est l'économie du marché. Voilà. Et donc, si vous les taux fixes, ils peuvent, mais ça n'existe plus. Hein. Voilà. Et puis quand il y a des taux fixes, ça ne marche pas forcément. Voir le PEG suisse, dollar, voilà. c'est pas bien passé. Donc on a une volatilité qui a été quand même exacerbée et qui est un peu plus compliquée à gérer pour les entreprises. Mais malheureusement, cette appréciation du dollar, elle est inévitable dans la perspective qu'on a pour les prochains mois. Vous n'avez pas fait de raison de dire que tout dépendra des mots, quoi. Si dit j'augmente mes taux, si Jeannette dit, elle ne dira pas comme ça, si j'augmente mes taux et vous verrez bientôt, je vais. Alors là, c'est la catastrophe. Elle veut dire j'augmente mes taux, virgule, et pour la suite, on verra. Voilà. Et c'est pas tout de suite, de telle sorte que j'ai un espace avec le prochain. C'est ça l'histoire. Parce que et c'est la façon d'organiser de l'espace et d'une certaine manière du temps, de l'incertitude, en disant je verrai ce que ça donne, qui va faire en sorte que la montée du dollar soit la plus faible possible. On l'a vu sur les taux d'intérêt d'ailleurs, parce qu'ils ont les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ont repris le chemin de la hausse, mais on n'est pas sur quelque chose qui est considérable. Donc je pense qu'on a déjà compris qu'en tous les cas, la Réserve fédérale va dans ce sens-là, mais qu'elle est très attentive à ce qui se passe d'un point de vue économique. Et comme on a vu ces dernières années, des premiers trimestres qui ont été assez fragilisés aux États-Unis, je pense que c'est bien de faire un premier pas vers cette hausse des taux avant d'entamer le premier trimestre. Et puis après, on verra comment le premier trimestre va se passer pour voir à quel rythme on enchaîne ces hausses de taux sur l'année 2016. Moi, en tout cas, intéressant. Il nous reste peu de temps, Isabelle. Du coup, boursièrement, qu'est-ce qu'on fait? On reste investi ou justement on sécurise pour ces échéances, là, le 3 décembre, le 16 décembre? Non, pour l'instant, on reste investi. Donc effectivement, je dirais qu'on n'a pas une échéance à un mois. Donc on a tendance à lire des performances de manière annualisée. Mais c'est vrai que nous, on a quand même tendance à se projeter un petit peu plus loin. Nos clients ne sortent pas tout de leur portefeuille au 31 décembre, mais parfois des choix qui seraient un peu rapides sur un mois ne sont pas forcément judicieux sur le moyen terme. Quand on voit la volatilité qu'on a pu connaître, ne serait-ce qu'au mois de cet été, et quand on voit le rebond qu'on a connu au mois d'octobre, il faut faire attention sur des choix tactiques un petit peu trop rapides, en tous les cas dans de grandes proportions. Et voilà, la bourse ne s'arrête pas le 31 décembre. Donc on peut prendre des prises de bénéfices quand on a des convictions sur des titres, de le faire de manière trop globale, c'est pas forcément judicieux. Merci vous deux, invités, donc Isabelle Enos, directrice de l'offre marché chez B Capital, et Jean-Paul Betbès de Betbès Conseil, auteur des excellents billets sur son blog betbesconseil.com. Merci à vous deux pour ce décryptage de l'actualité. Dans un instant, justement, on se reconnecte au marché avec Lucie Morlot, ce sera Direct Investisseur. Prochain débat demain à 9h30. Bonne journée à tous.